Bonjour à tous et merci d'être présents aussi nombreux pour ce webinaire de présentation de l'équipe mobile ressources en pédopsychiatrie à la destination des structures de l'aide sociale à l'enfance de la métropole et du département. Alors c'est un nom un petit peu long, mais voilà, je me devais de vous le redire là aujourd'hui. Plus couramment, on parlera de l'équipe mobile Résilude, puisque c'est ainsi qu'on l'a baptisée. Donc, je suis Céline Descamps, je suis chef de projet et j'ai le plaisir d'être en compagnie du docteur Séverine Lejeune, qui est pédopsychiatre et qui est la responsable médicale de cette équipe mobile Résilude. Alors, avant de commencer, je me permets de vous apporter quelques petites précisions techniques et de déroulement de ce webinaire. Premièrement, c'est un webinaire qui va être enregistré. Et le lien sera mis sur la chaîne YouTube du Vinatier. On vous l'enverra, donc vous pourrez le retrouver pour revisionner cette séquence et la partager si vous le souhaitez avec des collègues. Cette séquence, elle va s'organiser globalement en deux grandes parties. Une première partie qui sera plutôt une présentation d'environ 30 minutes de l'équipe, de ses missions et de son fonctionnement. Et puis une deuxième partie également d'environ 30 minutes au cours de laquelle nous répondrons à vos questions. Donc ce sera une partie interactive, du moins on le souhaite. Dernière chose, comme vous l'avez remarqué, les micros sont coupés. Voilà, pour que la séance se déroule bien. Néanmoins, certains d'entre vous l'ont déjà fait. Vous avez accès au chat qui est à droite de l'écran. Donc, n'hésitez pas dès à présent, si vous en avez, à poser des questions. Et puis, on fera en sorte soit d'y répondre au fil de l'eau, si c'est possible, ou bien on y répondra lors de la partie interactive. Mais surtout, n'hésitez pas dès à présent à écrire vos questions. Alors, cette équipe mobile Résilude, c'est une création qui a été rendue possible par un financement pluriel, donc un financement à la fois du ministère de la Santé via un appel à projet national, et puis aussi un cofinancement qui nous est apporté par les collectivités territoriales, à savoir la métropole de Lyon et le département du Rhône, que nous remercions bien évidemment, à travers la déclinaison de leur stratégie de prévention et de protection de l'enfance. Et ce qu'il faut souligner également, c'est que c'est un projet qui est collaboratif et partenarial par excellence. C'est un projet qui a été dès l'abord rédigé à plusieurs mains, à la fois par le professeur Pierre Fourneret des Hospices civils de Lyon et le docteur Thierry Rochet du Vinatier, et qui est actuellement coporté par 5 structures. Donc le Vinatier qui porte juridiquement l'équipe, mais aussi le centre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu, le centre hospitalier de Saint-Cyr au Mont-d'Or, les hospices civils de Lyon et l'hôpital de Villefranche. Donc on est vraiment sur un projet qui rassemble tous les acteurs en pédopsychiatrie sur le territoire. Alors, je me tourne maintenant vers le docteur Séverine Lejeune, puisque voilà, on a envie d'en savoir plus sur ce projet d'équipe mobile. Donc, est-ce que vous pourriez nous décrire globalement quels sont le périmètre et la cible d'intervention de cette équipe mobile et quelles en sont les missions? Alors, l'équipe mobile, elle est mobilisable par les équipes éducatives des structures de l'aide sociale à l'enfance, des structures d'hébergement de la métropole et du département. Les indications sont telles qu'elles ont été pensées et posées dans la convention cadre. C'est pour un jeune ou une jeune en situation de crise, âgé de 6 à 18 ans, sans soins psychiques effectifs en cours, soit qu'il n'y en ait pas, soit qu'il soit interrompu ou non effectif, et pour lequel l'équipe éducative rencontre des difficultés dans son accompagnement. Nous avons schématisé nos missions sous les intitulés suivants. Donc, l'idée de soutenir et valoriser les compétences et savoir-faire des professionnels et des familles,
de proposer une évaluation clinique de l'état de santé du jeune et une évaluation systémique de son réseau relationnel, y compris les parents, l'école et les intervenants sur ces lieux de vie. Nous recueillerons le consentement des titulaires de l'autorité parentale pour notre intervention. Nous élaborerons des objectifs clairs avec le jeune et l'équipe éducative. L'idée de contribuer à un apaisement de la situation, avec comme objectif de diminuer les passages aux urgences et le recours à l'hospitalisation. Et nous déterminerons avec les partenaires l'orientation la plus pertinente. Merci. Alors, ça nous brosse déjà le paysage global d'intervention de l'équipe. Est-ce qu'on peut un petit peu creuser votre processus d'intervention? Je pense que ça va intéresser beaucoup nos auditeurs, à savoir concrètement comment on vous saisit et comment se passe votre intervention. Alors, on va, avec un support visuel, vous expliciter. Voilà. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez nous solliciter par la voie du mail, ce qui implique que Resilute n'intervient pas sur appel téléphonique en urgence. Et ce qui serait bien, ce serait de nous indiquer voilà, qui et à quel numéro rappeler. Parce que la deuxième étape, ce sera que l'équipe, un binôme de notre équipe, prendra contact avec vous pour valider si c'est une indication d'intervention. Si c'est une indication d'intervention, on vous enverra donc une fiche de saisine par mail qui rassemblera les éléments administratifs concernant le jeune pour lequel vous nous sollicitez. Ensuite, nous prendrons contact, bien sûr, avec le référent du placement, avec les intervenants du réseau du jeune dans ces milieux de vie, savoir si un professionnel du soin a déjà été consulté, l'existence de différents bilans. Il s'agit donc pour nous de recueillir des informations, de recueillir le consentement des titulaires de l'autorité parentale, et nous attacherons une importance particulière aux circonstances du placement et à la qualité des liens entre 0 et 3 ans. Ce sera l'occasion pour nous, au cours de notre intervention, d'avoir des rencontres, des synthèses, d'évaluer cliniquement et aussi d'intervenir dans une proximité, dans un aller vers sur les structures, auprès du jeune, de l'équipe éducative, des parents et des partenaires. Cela permettra d'élaborer des hypothèses en termes relationnels, en termes cliniques, en termes contextuels et systémiques, et de rédiger une observation. Tout cela est permis par, sera permis par nos réunions entre nous, les réunions avec les partenaires, en appui sur de la formation et de la supervision. Nous élaborerons une synthèse et proposerons une éventuelle orientation. Donc ce processus se déroulera sur 3 mois et un appel téléphonique de suivi 3 mois après la fin de l'intervention sera proposé. Ça, c'est un arbre un peu diagnostique qui résume l'évaluation clinique que nous mettrons en œuvre, qui s'attachera aussi, c'est pas indiqué sur ce schéma, mais qui s'attachera aussi à préciser la santé physique et bucco-dentaire du jeune parce que ça a un impact sur sa santé mentale. Et du coup, l'évaluation, elle sera vraiment à la fois globale et à la fois clinique très fine. Elle précisera le degré d'urgence et une éventuelle indication d'orientation vers un service d'urgence ou une consultation de préadmission en vue d'une éventuelle hospitalisation. Et elle précisera vers quels soins, vers quelle prise en charge l'orientation est adaptée. Merci. Alors, peut-être on a envie maintenant d'en savoir un petit peu plus sur la dimension clinique au fondement de ce projet. Sur quelles approches vous avez prévu de vous appuyer pour venir en aide à ces jeunes en difficulté et aux équipes qui les accompagnent? Alors, du coup, schématiquement, on va s'appuyer cliniquement. Alors, on va vous repartager voilà, sur un petit PowerPoint.
Ça va prendre quelques secondes, hein, le temps que voilà, ça monte à l'écran. Je crois que c'est bon, hein. Oui. C'est bon? Oui. Ok. Donc, sur deux grands ensembles cliniques, quand dans le cercle jaune à droite, il y a des symptômes psychiatriques comme des troubles du contact avec la réalité, des angoisses importantes, un trouble de l'humeur ou un retard cognitif, ou des symptômes du spectre autistique, les choses sont à peu près claires, on pourrait dire assez habituelles. Mais on peut distinguer un autre ensemble clinique qui peut se définir sous le terme de comportement défi, où les jeunes sont plus susceptibles à des affects de honte et de colère, sont facilement dérégulés, ils ont besoin de contrôler pour se sentir en sécurité, ils ont peur de l'intimité, ils interprètent souvent les intentions des autres comme menaçantes, et on note aussi plus de passage à l'acte quand la confiance commence à se développer, quand une relation s'instaure sur le lieu de placement, dans des tentatives de provoquer une répétition de l'abandon. Et ces comportements sont souvent impliqués dans des phénomènes de groupe. Et à l'intersection de ces deux ensembles, on peut se représenter que souvent ces jeunes sont dans des situations de dissociation traumatique et il y a parfois des conflits de loyauté avec l'idée de mettre en échec le placement. Ensuite, on peut du coup en dégager deux grands axes thérapeutiques. Quand sur la droite, il y a des symptômes psychiatriques, ce qu'on peut observer, c'est la majoration des difficultés par le collectif avec la pression des pairs. Et alors, il y a souvent l'intérêt d'une hospitalisation pour du répit, pour une évaluation clinique et pour éventuellement démarrer une prescription. Et dans ces situations, il peut y avoir l'intérêt d'un traitement à visée anxiolytique et contenante. Dans les comportements défis, c'est plus compliqué parce que l'hospitalisation n'est pas toujours intéressante. Et là, on pense qu'il y a un vrai intérêt à travailler sur la relation éducative, sur le savoir-être et le savoir-faire, qui est déjà mis en œuvre, mais qui a peut-être besoin de l'appui du soin. L'idée étant parfois aussi de provoquer le changement grâce à l'émulation du groupe de pairs sur le lieu de vie. Et ce sont des situations où les traitements médicamenteux ont peu d'effets, même si parfois ils peuvent aider à la régulation émotionnelle, mais c'est souvent pas la panacée. Quelques pistes de compréhension pour la thérapeutique. Donc au niveau du développement, le cerveau se développe de bas en haut avec le tronc cérébral, d'abord notre cerveau reptilien ultra rapide qui lui déclenche les comportements instinctifs liés à la survie et au contrôle des fonctions organiques essentielles, comme la température, la fréquence cardiaque. Ensuite, le mésencéphale, notre cerveau mammalien qu'on a en commun avec tous les mammifères, notre système limbique, lui, il est rapide, il est impliqué dans les fortes émotions comme la peur et la colère, et il contrôle les instincts primitifs d'attaque, de fuite ou de figement, qui sont eux aussi liés à la survie. Et enfin, notre cortex, le niveau cognitif, lui, qui est plus lent, est impliqué dans le raisonnement, dans la conscience de soi, la créativité et l'imagination. Et sur la droite, on voit que voilà, ce cerveau-là, il prend en charge toutes ces fonctions qui vont de la plus simple à la plus complexe vers le haut, comme la pensée abstraite. Ensuite, schématiquement, on peut essayer de se représenter l'atteinte traumatique comme un grand zébra noir qui viendrait voilà, impacter notre système nerveux. Et ce schéma, il permet de comprendre que plus le trauma intervient tôt dans le développement, plus il va impacter des structures profondes de notre corps, de notre cerveau. Et s'il intervient de façon répétée, il va l'impacter encore plus. Et l'impact, il va être aussi conditionné par le fait d'être dans une situation d'impuissance, comme le sont souvent les enfants, d'avoir une absence de sécurité relationnelle, et du coup d'être dans des situations de peur sans solution et d'être seul avec la dérégulation. Donc, on parle dans ces situations-là de trauma profond ou complexe, de trauma relationnel, de trauma développemental, parce qu'en fonction de l'âge auquel il survient, il touche différemment les structures cérébrales et il peut vraiment désorganiser, modifier la personnalité et être source de dissociation, d'excitation neurophysiologique et de dérégulation.
Du coup, on peut aussi penser les actions thérapeutiques dans l'objectif de favoriser des expériences répétitives et structurées en relation qui vont permettre une inscription au niveau des structures cérébrales, au niveau des circuits neuronaux, l'idée c'est de pouvoir permettre aux jeunes d'associer ces 3 dimensions, le fait d'être en relation, de se sentir en sécurité et de ressentir du plaisir. Et parce que la répétition demande du temps, la guérison nécessite du temps. Et du coup, l'idée, c'est aussi dans une démarche clinique, de pouvoir observer le comportement du jeune, qu'est-ce que ce comportement traduit, et d'avoir un peu des hypothèses et de pouvoir proposer des pistes de travail pour calmer le système de réponse au stress, qui se traduit par de la dissociation et de l'hypervigilance, de contribuer à créer un sentiment suffisant de sécurité dans le corps et en relation, pour permettre aux jeunes ensuite d'avoir plus accès à ces fonctions supérieures corticales, ces fonctions cognitives. Pour ce faire, les soignants et les éducateurs ont en commun un socle qui est la relation, et la relation met en jeu le corps et peut être médiatisée par le jeu. Et quand un traumatisme survient dans une relation, il faut une bonne relation pour en guérir. Et du coup, on pourrait décliner ça avec 2 grands axes, un peu comme on a 2 jambes pour marcher. Il y aurait l'axe de travail sur le micro dans le quotidien, avec ThéraPlay, dont je vais vous parler, et un axe plus macro, on pourrait dire, dans l'environnement, avec le travail systémique en réseau dans un contexte d'aide contrainte. Alors, ThéraPlay, c'est comment travailler sur les dimensions de la relation en jouant. Et par le jeu, le thérapeute crée des séquences de relations interpersonnelles et de soins entre l'enfant et ses caregivers, qui sont dans un contexte de placement les éducateurs et les éducatrices, en utilisant le modèle d'une relation saine parent-enfant. Ça permet de conscientiser et de travailler les 4 dimensions de la relation, qui sont la structure, en bas à gauche, qui permet de rendre l'environnement prévisible, de l'organiser et de créer une régulation extérieure pour le jeune, de conscientiser l'engagement qu'on a en tant qu'éducateur, en tant que soignant, et qui est moteur du désir et moteur de la relation, et qui permet aux jeunes, en activant ses neurones miroirs, de ressentir de la sécurité, d'activer sa régulation interne en miroir de l'adulte, de réguler son engagement social et de faire des expériences d'attachement. La dimension du nurture, alors ça peut se traduire par le nourrissage en français, et l'idée c'est que ça n'implique pas simplement l'alimentation, ça implique aussi la dimension du toucher, qui doit être extrêmement précautionneux dans les situations de maltraitance ou d'abus dans l'histoire du jeune, mais qui permet de développer l'estime de soi, de développer la régulation et de réduire le stress. Et la dimension de défi, enfin, qui permet de mettre le jeune en situation de compétence, de réussite, d'augmenter sa confiance en lui et de favoriser l'autonomie en relation. Le travail systémique en réseau, dans un contexte d'aide contrainte, rassemble de nombreux partenaires que j'ai représentés ici autour du jeune, avec bien sûr la famille d'origine, le lieu de scolarité, le lieu de soins quand il a existé, ou quand on va se tourner vers le lieu de soins. Voilà, ça nécessite un travail vraiment partenarial, sans oublier le médecin traitant. Et l'idée, c'est de pouvoir penser des repères pour ce travail systémique. C'est d'être conscient des risques de clivage et de fonctionnement en miroir des familles où il y a de la maltraitance, d'être sensible et en tout cas de pouvoir se parler des vécus de découragement, d'impuissance, de déqualification, d'être attentif à la parentalité blessée et souffrante dans la famille du jeune, d'avoir une claire définition des rôles et des missions de chacun et chacune pour diminuer les risques de projection, et d'avoir une bonne connaissance des procédures légales de sécurité pour sécuriser les échanges. Ça, pour prendre un exemple, c'est que si un jeune apporte un élément ou dans un lieu, en fait, sa sécurité corporelle et physique n'est pas assurée,
que la personne puisse entreprendre les démarches éventuellement en appui sur les réseaux, mais voilà, s'il faut faire un signalement, de faire ce signalement de sa place de professionnel à lui. Il y a l'idée de pouvoir utiliser le secret médical ou de fonction pour respecter la sphère intime du jeune, tout en partageant les informations utiles à un bon fonctionnement du réseau. Et l'idée de valoriser l'expression de regards multiples et complexes sur la situation. Nos missions visent à contribuer aux côtés des équipes éducatives, à contribuer à un tissage d'histoires alternatives à l'histoire dominante du jeune et de sa famille, en appui sur les ressources et les compétences pour favoriser la résilience. Nous nous appuierons sur le pouvoir du collectif en tant qu'acteur du réseau, et comme le soi s'intègre dans une communauté, elle-même inscrite et ancrée dans un territoire, un milieu, le soin psychique n'est qu'un élément du processus de guérison. Et nous attacherons une grande importance aux soins du corps, à l'importance du sentiment d'appartenance à un groupe et à l'humanité, et à la connexion du jeune au vivant, animal et végétal. Merci. Alors, on le voit, il y a une grande richesse clinique qui se traduit dans des pistes thérapeutiques extrêmement intéressantes. Avant de passer à la dernière question, j'ai envie de vous poser une question intermédiaire que se posent peut-être nos auditeurs. Donc, ces pistes alors, thérapeutiques au sens large, puisqu'on n'engage pas seulement le soin au sens strict. Comment, et donc vous nommez notamment tout le travail qui va se faire dans le micro, en fait, dans le quotidien et dans le groupe de vie du jeune. Comment vous allez pouvoir partager ce travail-là avec les professionnels des équipes éducatives, avec les éducateurs, et les amener à développer ensuite dans le quotidien du jeune ces pistes-là? Alors, il y aura des réunions de travail clinique autour de situations précises. L'idée de s'appuyer sur ThéraPlay, c'est vraiment un outil thérapeutique qui est basé sur la théorie de l'attachement et qui prend en compte les dimensions traumatiques dans l'histoire du jeune et qui permet de développer des activités et de nourrir la relation dans le quotidien de façon individuelle mais aussi de façon groupale et qui permet du coup d'avoir un appui pour le quotidien. Et il y aura aussi l'idée d'organiser des formations sur 2023 et les années suivantes et de pouvoir du coup ouvrir ces formations à des intervenants du réseau, à nos partenaires. Ça, ce sera effectivement très important et on vous transmettra toutes les informations. Alors oui, du coup, il y a ThéraPlay qui est porté par l'Institut Double Hélice et puis il y a aussi, on va aussi faire appel au cercle de compétences sur la clinique du psychotrauma avec la dimension centrée solutions et compétences. Peut-être une dernière question avant d'ouvrir le champ aux échanges. Et je vous rappelle que le chat vous est ouvert, donc n'hésitez pas d'ores et déjà à poser vos questions. Alors, vous avez fait parvenir aux équipes éducatives des MEX et foyers du territoire il y a quelques semaines un petit questionnaire pour en savoir un petit peu plus sur leurs besoins et leurs ressources existantes. Alors, vous êtes nombreux à avoir répondu et on vous en remercie. Est-ce que vous pourriez nous faire un retour sur les réponses qui vous ont été apportées et puis surtout les enseignements que vous en tirez pour nourrir l'intervention de l'équipe mobile? Oui, alors merci beaucoup pour ces réponses nombreuses, qui étaient plus de 40. Je vais essayer de synthétiser en 3 points ces réponses qui sont précieuses pour notre démarrage. Donc, vous parlez de vos ressources existantes face aux situations de crise et ces ressources sont riches et multiples. Vous savez repérer les signaux faibles avant la crise qui sont annonciateurs pour le jeune. Il y a l'idée de favoriser des temps individuels, une enveloppe, d'avoir ressources, d'avoir appui sur le psychologue en interne quand il est là. De pouvoir sortir en extérieur, de pratiquer un sport, une décharge,
de pouvoir utiliser un sac de frappe, un coussin de colère, une couverture lestée, d'utiliser l'isolement en chambre ou une pièce d'apaisement avec un encadrement, un temps défini, l'idée de pouvoir passer le relais ou de faire intervenir un cadre, un tiers en position haute, que ce soit les pompiers ou les forces de l'ordre. Certains font preuve d'improvisation et d'innovation, et une ressource peut être aussi de prendre soin d'animaux, notamment des poules ont été citées sur des structures. Le deuxième point, c'est l'expression de vos besoins en soutien, en formation, qui sont pertinents et diversifiés, qui se situent à plusieurs niveaux. Donc c'est l'idée d'avoir un lieu ressource mobilisable en post-crise, de pouvoir se former à la gestion de la crise, des conflits, de la violence, de pouvoir élaborer des protocoles, d'avoir des techniques structurées pour anticiper et prévenir la crise, d'utiliser des outils de résistance non violente. Se pose la question de la contention physique à visée de protection du jeune et de soi-même. Et ça amène la question d'un appui médical, d'un avis pédopsychiatrique, de soulever la question des traitements et de l'hospitalisation. Vous demandez un lien et un soutien avec la psychiatrie et une meilleure articulation du social et du soin. Il y a également l'expression d'un besoin de temps pour l'élaboration en équipe pluridisciplinaire. La question est soulevée aussi des moyens humains et des moyens, on pourrait dire, plus techniques, hein, de lieux et de salles d'apaisement, de possibilités de séjour, de rupture ou d'apaisement, avec une demande de réactivité pour éviter la dégradation des situations. Et enfin, le troisième point, hein, c'est l'expression de vos attentes vis-à-vis de l'équipe mobile et plus largement de la pédopsychiatrie. Donc une demande d'écoute, de soutien actif, de réactivité, de pouvoir évaluer cliniquement, de pouvoir orienter, d'être en lien, avec la demande du coup de l'intervention d'un tiers, de prise de recul, de complémentarité des points de vue, visant à mieux comprendre les problématiques des jeunes, d'accompagner l'équipe et l'idée aussi de faciliter l'accès aux services de soins et prévenir les ruptures de parcours des jeunes. Voilà. Oui, donc voilà, un retour extrêmement riche, en effet. Alors, on va pouvoir passer maintenant à la partie interactive, hein, à partir de vos questions. Alors, je vois qu'il y a déjà une question de poser, donc c'est super. Donc, je vais vous la lire. Bonjour, merci pour cette présentation. Pourriez-vous nous en dire davantage à propos du type d'action concrète que vous pouvez mener ou accompagner à mener concernant l'intégration, appartenance des jeunes dans le vivant, le monde animal et végétal? Ça rejoint effectivement une des slides de votre présentation. Alors, le type d'intervention, on est vraiment au démarrage. On a vraiment dans l'idée d'aller vers et de faire du sur-mesure. Mais moi, j'ai en tête, alors il y a vraiment du coup l'outil de ThéraPlay qui va vraiment se centrer sur la relation et après sur la connexion à l'environnement. Je suis en lien avec d'autres professionnels de la région qui travaillent en montagne et qui travaillent avec la médiation, par exemple, de l'escalade ou la médiation de temps d'immersion dans la nature qui favorise en fait une reconnexion du jeune à ses ressentis corporels, qui sont les premiers signaux en fait pour se sentir vivant, pour se sentir associé, pour se sentir en fait à l'écoute des signaux qui indiquent qu'il y a un danger ou pas dans l'environnement. Et parce que ces signaux, c'est comme si la boussole était désorientée pour ces jeunes et qu'il faut comme recalibrer, il faut retrouver une forme de sécurité et réapprivoiser ces signaux qui sont envoyés par le corps et qui sont dérégulés.
Et donc ça, c'est vraiment des choses qu'on pourra tisser au cas par cas, un peu en sur-mesure avec les équipes des structures. Il y aura effectivement, hein, ce sera des interventions extrêmement personnalisées, donc qui amèneront aussi des réponses personnalisées. Et il y aura vraiment une dimension apprenante et de co-construction des solutions avec les équipes, hein. Voilà, je vois vraiment vos interventions sous ce paradigme-là. Ce qu'on peut préciser, c'est que dans la clinique du psychotrauma, il y a beaucoup de thérapeutes qui ont observé que le lien d'un jeune avec un animal, alors maintenant on parle de zoothérapie, mais que ce soit avec un chien ou avec un poney ou avec un âne ou avec un cheval, en fait, l'idée dans la répétition toutes les semaines, d'aller prendre soin d'un animal, il y a vraiment quelque chose de thérapeutique parce que l'animal est non jugeant et il y a vraiment quelque chose qui se passe au-delà des mots, dans la relation de corps à corps et qui permet petit à petit aux jeunes de se poser dans son propre corps et petit à petit de réinvestir la relation avec les humains. Et ça a été décrit par beaucoup de thérapeutes dans la prise en charge du trauma complexe. Et donc, voilà, c'est vraiment une piste thérapeutique intéressante que vous avez peut-être déjà même observée, hein, auprès des jeunes que vous hébergez. Alors, je crois qu'il y a une autre question qui vient de tomber. Qu'en est-il de l'intervention de Résilude pour les enfants accueillis en foyer d'accueil d'urgence, accueil provisoire? Alors, au départ, vraiment, la convention cadre, elle pose les indications comme étant pour des jeunes qui sont déjà placés depuis un certain temps, pour éviter la rupture de parcours. Parce que quand même, dans les dispositifs, en situation de placement d'urgence, il y a une évaluation de départ. Alors, je sais bien que dans notre configuration territoriale, avant, il y avait l'IDEF qui était départemental, qui maintenant est métropolitain, que du coup, le département a dû créer des places d'urgence dans des foyers et créer des structures. Donc voilà, on a bien en tête cette particularité territoriale. Après, je sais aussi qu'il y a des structures qui sont des structures d'accueil d'urgence et que en fait les accueils se pérennisent malheureusement parce qu'il n'y a pas de structure d'aval tout de suite et que probablement dans ces situations-là, on sera amené à être sollicité et voilà, on a bien en tête ces particularités et que bien sûr, on pourra être un recours quand un jeune est depuis longtemps dans une structure d'urgence et que les choses s'essoufflent et qu'il n'a pas rapidement trouvé une structure d'aval où se poser et que ça fait crise et que à ce moment-là, probablement qu'un regard clinique et un regard systémique sera intéressant à mobiliser. Voilà, j'espère que ça répond à la question, mais enfin, en tout cas, on a bien en tête ces particularités-là. Ouais, on essaiera de toute façon, voilà, on a une vision un peu réaliste, hein, de ce qui se passe sur le territoire. Donc l'objectif, c'est d'ajuster au mieux les réponses. Alors, je vois qu'il n'y a pas. Ah si, il y a une autre question. Alors, la prise en charge des jeunes victimes de traumatisme nécessite souvent des gestes qui vont à l'encontre des règles collectives des structures ASE, d'où la demande de lieux de vie soignants de petite taille où la prise en charge est individuelle. Nous manquons de lieux de ce type. Connaissez-vous l'Attrape qui existe depuis peu à Paris? Alors non, je ne connais pas la trappe, je regarderai ce que c'est, merci pour cette information. Je sais que l'association Acoléa développe des structures à petit effectif dont le DAR, alors dispositif d'accueil renforcé, je ne sais plus exactement, enfin à Rieux par exemple, où c'est une petite structure qui comporte 5 places plus une d'accueil d'urgence avec un permanent de lieu de vie. Et ils ont vraiment travaillé le projet sur la continuité, sur le fait d'être en petit effectif, dans un lieu qui est pensé comme une maison, en fait, avec des lieux communs et des chambres individuelles.
Mais effectivement, en fait, le projet Résilude, il est vraiment pensé aussi comme à la fois d'intervention sur des structures et sur des situations particulières, mais aussi d'avoir cette réflexion au niveau de nos institutions et pour améliorer les structures et les conditions de placement des jeunes. Et ça, c'est quelque chose qui va être au travail avec l'Observatoire métropolitain de la protection de l'enfance de façon renforcée, je l'espère. Oui, ça c'est une connexion qui est importante parce que effectivement, parmi les constats qui pourront être partagés, il y aura peut-être parfois le constat que la vie, le collectif ou la vie en collectif telle qu'elle elle est proposée aux jeunes jusqu'alors interfère négativement avec une possibilité d'aller mieux, en fait. Alors, une autre question. Quand débutera votre dispositif? Ben oui, ça c'est une question essentielle, on n'y a pas répondu encore. Alors, en fait, on est mobilisable depuis hier par mail. Alors, on a une piste de locaux dans le centre de Lyon en lien avec le dispensaire Sévigné. Et voilà, parce que l'idée, c'est de pouvoir rayonner vraiment sur toute la métropole et le département en ayant un accès facilité. Et puis, qu'est-ce que je sais plus. Donc effectivement, hein, l'équipe, elle démarre son intervention maintenant. Donc vous pouvez la solliciter, on vous fera passer la plaquette de présentation hein, que l'équipe a confectionnée. Hein, donc je peux déjà vous donner le mail, hein, c'est resilude@ch-le-vinatier.fr. Hein, il va être mis dans le chat de ce pas. Alors, voilà, il y a d'autres questions. Donc, Madame Bossuto, dans le descriptif des missions et de la cible, vous expliquiez que ce dispositif est destiné aux jeunes en situation de crise. Pouvez-vous préciser ce que vous entendez plus précisément par situation de crise? C'est aussi une question essentielle hein, parce que là, on peut entendre diverses choses en effet sous ce vocable. Alors, ce qui fait crise, c'est quand on pourrait dire qu'un jeune exprime un mal-être, une souffrance, mais de façon un peu énigmatique et parfois violente. Et que du coup, il y a l'idée de pouvoir être plusieurs pour décrypter et voir ce qui à la fois déclenche ce mal-être et cette souffrance et à la fois comment y répondre. Il y a un peu ces deux aspects et que du coup, parfois c'est facile parce que le jeune il peut verbaliser, il peut se confier, il peut dire les choses et du coup l'orientation vers un soin, vers une réponse même aussi institutionnelle, hein, un changement de chambre, un changement de groupe de vie, une réarticulation avec l'intervenant de l'aide sociale à l'enfance sur l'organisation des visites médiatisées. Enfin, en fait, il y a plein de réponses. Et ce qui fait, le moment de la crise est souvent un moment assez fécond pour pouvoir proposer des pistes aussi de travail et de sécurité, pour permettre aux jeunes de rebondir et voilà, de trouver des appuis, alors que ce soit du côté de l'institution éducative, mais que ce soit aussi du côté du soin. Hein. Donc vraiment, l'idée, c'est de garder les choses très ouvertes en termes de réponses et de participer ensemble au fait de décrypter ce qui se manifeste par le comportement. On voit que le seuil de déclenchement est quand même assez, j'allais dire, assez bas. Enfin, l'idée, c'est d'intervenir vraiment en prévention et d'éviter que la crise ne flambe et que, voilà, que ça se traduise par notamment des actes de violence, soit envers soi-même, soit envers les autres, tels que ça mette en difficulté la structure.
Et peut-être qu'il faut aussi parler des situations des jeunes qui sont à l'inverse, beaucoup dans le repli, dans un retrait et qui inquiètent et qui pour autant sont difficilement mobilisables, mais parce que voilà, de 6 à 18 ans, il y aura forcément tout un tas de situations. L'adolescence amène d'autres problématiques autour de la sexualité, de la prise de toxiques. Et du coup, il y aura forcément des réponses à tricoter ensemble. Et puis peut-être que les leviers seront du côté de l'addiction dans un premier temps, et puis après dans un deuxième temps vers un soin psychique. Voilà, les choses, elles vont vraiment se tricoter ensemble. Il n'y a pas d'autres questions à ce stade. Donc, vous allez travailler avec vos partenaires du territoire et notamment lorsqu'une une orientation vers un soin pédopsychiatrique sera posée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les différentes réponses de soins que vous pourrez mobiliser sur le territoire et notamment sur les soins de crise qui sont aujourd'hui en place? Alors oui, sur le territoire, donc il y a eu l'idée de créer des structures réactives de crise, notamment pour les adolescents, avec du coup l'hôpital de jour La Vague sur le secteur de Saint-Cyr, le dispositif CEMADO sur l'ARHM à Saint-Jean-de-Dieu et le dispositif ASAP sur le Vinatier. Du coup, pour la tranche des 6, 12, 13 ans, ça sera probablement un petit peu plus au cas par cas et en fonction de l'offre du territoire et en fonction de la clinique présentée par le jeune. Parce que pour parler du Vinatier, il y a la plateforme POP avec laquelle on sera en lien bien sûr. Et sur le Vinatier, il y a eu une différenciation selon la clinique. À savoir, est-ce qu'il y a un trouble du neurodéveloppement? Est-ce qu'il y a plutôt une dimension anxieuse et post-traumatique? Voilà, donc les choses, elles vont s'articuler aussi en fonction de la clinique, notamment sur le territoire du Vinatier. Et puis, il y aura des liens avec d'autres équipes mobiles. Il y en a une qui est en cours de constitution à l'Amicale du Nid sur les problématiques de prostitution, pardon. Il y en a une qui a été montée par l'OVE pour les mineurs non accompagnés, mais du coup plus en situation d'errance. Enfin voilà, il y a une dynamique là actuellement sur le territoire dans laquelle nous allons nous inscrire et puis un travail partenarial qui va être important. Merci. Alors, il n'y a pas d'autres questions. N'hésitez pas, moi je peux en poser en attendant. Alors, dans votre présentation clinique, vous avez indiqué qu'il y avait voilà, deux grands ensembles, hein, un ensemble où voilà, des symptômes psychiatriques francs sont présents, où là, l'orientation vers une réponse pédopsychiatrique et qui va pouvoir être de l'hospitalisation était assez claire. Et puis un autre grand ensemble où on est plus sur des comportements dits défis, où là, effectivement, l'hospitalisation et l'orientation vers des soins pédopsychiatriques en première intention ne va pas forcément être la réponse. Est-ce que vous sauriez nous dire quelle est à peu près la proportion entre ces deux grands ensembles dans les enfants qui sont placés à l'aide sociale à l'enfance, parce que c'est vrai qu'on a souvent, et c'est normal, hein, de la part des équipes, des demandes d'hospitalisation, et souvent une incompréhension qui est subie et qui est verbalisée lorsque l'indication d'hospitalisation ne fait pas effet, hein, lorsque l'hospitalisation n'a pas lieu. Est-ce que du coup, vous seriez en mesure de donner une idée un petit peu, de quantifier un petit peu ces situations? Alors là, j'ai pas eu accès au recueil là parce qu'il y a une étude trajectoire qui est en cours en lien avec les urgences de l'HFME.
pour moi, il y a une forme de continuum en fait entre ces deux cliniques et que les jeunes qui sont en situation de placement, eh ben, on pourrait dire l'expression de la dissociation traumatique, elle va parfois plus du côté de la dépression, de l'anxiété, de signes de stress, et elle va parfois plus du côté des agirs euh, et de l'extériorisation symptomatique. Et en fait, la difficulté, c'est que derrière ces deux pôles cliniques qu'on peut, c'est un peu caricatural, hein, bien sûr, mais qu'on peut identifier, l'idée, c'est que actuellement, on pourrait dire la pédopsychiatrie en général, eh ben, elle répond pas très bien à cette présentation extériorisée de violence. Et pour autant, ce sont des situations de souffrance. Et parce que le jeune lui-même se défend beaucoup de cette souffrance et a du mal à accéder à l'idée d'un soin. Et donc, parce que c'est stigmatisant, parce que, enfin voilà, toutes les représentations aussi sociales qu'il y a autour de la psychiatrie, c'est pas, voilà, il y a de l'individuel, mais il y a aussi du collectif par rapport à ça. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir avoir des leviers qui sont un peu décalés. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire un pas de côté par rapport à ce qui est, on pourrait dire, traditionnellement proposé et d'aller sur le terrain en soutien des éducateurs et des éducatrices parce que c'est auprès d'eux que la relation elle se tisse d'abord et, et comment on peut mettre au travail mais comme je le disais tout à l'heure, ça prend du temps et parfois voilà cet apprivoisement qui permet dans un deuxième temps d'avoir accès et parfois, on sème des petites graines pour plus tard. C'est-à-dire que les jeunes qui ont eu un parcours de placement, quand ils sont adultes, il y a eu des témoignages, ils sont souvent en demande d'être comme les autres, d'avoir des loisirs, de ne pas être trimballés, entre guillemets, d'un soin à un autre. Et pour autant, nous les adultes, on pense qu'ils en ont besoin. Et donc, c'est comment on va pouvoir un peu prendre acte de tout ça et aider avec quelque chose, enfin voilà, cette dimension de levier et cette dimension de prioriser dans ce qui sera le plus pertinent au moment, à ce moment-là du cycle de vie du jeune. Et en ayant aussi une perspective développementale et une perspective en termes de trajectoire de vie. Parce que ce qu'on sème à l'enfance et à l'adolescence, c'est des choses qui peuvent après donner des fruits à l'âge adulte. Et que parfois, simplement de recadrer, simplement de pouvoir dire comment on peut le travailler avec l'outil des thérapies narratives sur l'histoire de l'arbre de vie. C'est-à-dire qu'un arbre, quand il est enraciné quelque part, quand il subit une tempête, il n'est absolument pas responsable de la tempête qu'il subit. Donc voilà, parfois il y a des choses qui sont thérapeutiques dans la façon dont on va aborder la problématique. L'idée, c'est vraiment de partir de là où on est le jeune et de construire avec lui. Alors, je vois un commentaire de Monsieur Datoma. Donc, il s'agit de proposer du soin à des jeunes qui sont parfois sur un mode opératoire et n'élaborent pas, absolument. L'apport d'outils concrets et éducatifs est intéressant. Commentaire, merci. Ensuite, une question de Madame Merlin. N'ayant pu être disponible pour le début du webinaire, l'information a peut-être déjà été donnée, mais pouvez-vous préciser quelles fonctions composent l'équipe Résilude? Excellente question et on n'y a pas encore répondu, donc merci de l'avoir posée. Oui, alors pour l'instant, l'organigramme RH tel qu'il a été constitué pour l'appel à projet, il se compose donc d'un équivalent de temps plein médical que j'occupe à 60% pour l'instant. Et il y a 2 équivalents temps plein de temps infirmier et 2 équivalents temps plein d'éducateurs spécialisés. Voilà, et donc on est bien sûr qu'il y a quelque chose aussi qui va être un peu de mise au travail entre la réalité prescrite et la réalité efficiente, de
savoir, voilà, en fonction des situations rencontrées, en fonction de la demande, en fonction de la mise au travail de l'équipe, voilà, comment cet organigramme va éventuellement évoluer et s'enrichir. Monsieur Datoma, pas de psychologue, point d'interrogation. Alors pour l'instant, il n'y a pas de temps de psychologue. C'est quelque chose qui est au travail, oui, par rapport à ça. C'est vrai que dans le projet initial, bon, voilà, c'est un projet qui. Alors, on a un financement de 400 000 euros, hein, donc c'est loin d'être négligeable, mais ça ne nous permettait pas de prévoir toutes les fonctions possibles. Hein. Donc, on avait fait le choix de privilégier le croisement du regard clinique, hein, donc infirmier, et du regard éducatif. Mais, voilà, comme le disait le docteur Lejeune, ben, c'est un projet qui va vivre, qui va évoluer, et on verra dans quelle direction il évolue. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Il nous reste quelques minutes. Alors, moi, j'ai envie de demander au docteur Lejeune quel appui pourra trouver l'équipe, mais aussi les équipes éducatives auprès des autres jeunes qui entourent ce jeune pour lequel une sollicitation est engagée. Comment vous allez pouvoir travailler et puis trouver des pistes avec le collectif des jeunes qui peut aussi mettre le jeune en difficulté parce qu'on sait qu'il y a beaucoup parfois j'allais dire de cruauté, hein, des jeunes entre eux et de stigmatisation sur un des jeunes qui irait pas bien sur le plan psychologique. Quel travail vous allez pouvoir proposer avec le collectif de jeunes? Alors, l'idée, c'est que, effectivement, le collectif, ça peut être un point de fragilité parce que il y a des résonances entre les problématiques des jeunes, qui sont dans des mondes de survie, et quand on est dans la survie, ben, l'autre est un adversaire, et qu'il y a des rivalités par rapport à l'attention des adultes, par rapport à, à l'affectif. Et donc l'idée, c'est que on puisse utiliser effectivement des outils, des médiations qui favoriseraient les moments, parce qu'ils existent, les moments de complicité, les moments de soutien des jeunes entre eux, et puis de mettre au travail ce qui peut se passer sur les questions de l'intimité, sur les questions de la sexualité, voilà, l'idée, ce sera de pouvoir penser des choses en appui de l'équipe éducative autour de ces questions-là, pour que les choses, elles puissent se parler, qu'elles puissent se vivre de façon non compétitive et plutôt collaborative. Alors, je voyais qu'il y avait une question sur l'éloignement. Alors, on a un véhicule dédié, donc on pourra se déplacer sur l'ensemble du territoire du département. Ça, c'est vraiment un engagement fort, hein, qui a été pris par l'équipe et notamment avec nos financeurs et cofinanceurs. Hein, donc, l'équipe se déplacera bien entendu sur l'ensemble des structures, hein, quel que soit leur niveau d'éloignement de Lyon. On va vous rappeler donc effectivement nous mettrons un lien vers ce webinaire, hein, qui est enregistré sur la chaîne YouTube du Vinatier. Hein, donc, vous aurez vraiment la possibilité de le revisionner et de le partager. On vous enverra ce lien par mail. Et puis, donc, l'équipe Résilude, elle fonctionne depuis hier. Elle est mobilisable depuis hier, hein, donc sur le mail résilude@ch-le-vinatier.fr. Voilà, donc les professionnels sont motivés. Ils sont prêts à venir vous soutenir. Je vous propose d'en rester là. Je vous remercie très chaleureusement pour avoir été nombreux à assister à ce webinaire. Et puis, on vous souhaite une excellente journée.